Bonjour à toi, cher spectateur, qui aime quand un film ressemble à peut-être beaucoup d'autres et essaye quand même d'être un peu original avec des idées, mais honnêtement, c'est un peu la galère. Et parlons donc d'un étrange projet qui sort maintenant dans nos salles, un film qui, sous ses airs de film d'épouvante fantastique, cache beaucoup de choses. Nous allons parler de La Nuit des clowns, ou Clown in a Cornfield d'Ellie Craig. L'histoire. Ellie débarque... non, Ellie. Queen. Queen débarque dans une petite ville avec son père. Une petite ville du Midwest dans laquelle il y a une usine dont l'égérie est un clown, qui fête son centenaire. Là-bas, elle se fait une bande de potes, tout va bien, et elle commence à apprendre une petite histoire. L'histoire de ce clown. Qui est l'égérie, effectivement. Qui est l'égérie, et qui aurait peut-être assassiné des gens dans les années 70, les années 80, je ne sais pas. À partir de là, toute une légende se met en place. Et est-ce que ce clown massacre vraiment des gens? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a des gens qui crèvent. Et surtout, il y a, comment ça s'appelle, la génération de Queen qui s'amuse de cette légende urbaine aussi. C'est ça, en faisant des TikTok et des creepypastas sur Internet. Voilà. À partir de là, vous avez... jeunes. Voilà, vous avez un film avec une idée assez surprenante. Pour en parler avec moi, mon cher Mathieu, comment vas-tu? Ah ben ça va, je vais comme d'habitude, comme dans le film aussi, combien de films ont commencé avec une fille et son papa qui vont dans une petite ville? Eh ben c'est pareil, c'est tous les jours. Il y en a beaucoup. Hein. Ouais, alors sur le papier, ce genre de long métrage, typiquement, c'est assez surprenant de le voir sortir dans nos salles parce que, mine de rien, ce type de récit, ce type de forme, ce type de contexte, ce type de protagoniste, c'est très à l'américaine. Donc, voir ce film sortir dans nos salles, je pense qu'on doit surtout au fait que, sur l'affiche, il y a marqué en gros par les producteurs de Smile. Et que Smile, ça a été un peu une surprise parce qu'on s'attendait en France à ce que ça fasse, j'en sais rien, 200-300 000 spectateurs. Et il y a eu un vrai engouement autour des deux longs métrages, ce qui fait que les deux films ont dépassé le million à chaque fois. Donc à partir de là, je pense qu'il y a eu une petite veine qui s'est ouverte et où on s'est dit « Ah tiens, ce genre de projet avec une idée un peu originale, un côté un peu gorasse, le détournement de certains jeux ou icônes du cinéma d'épouvante, ça peut plaire. » Et donc du coup, il y a SND qui s'est dit « Vas-y, on prend la veine et puis on sort d'autres films de ce genre-là. » c'est pas du tout le même minerai. Hein. Ah non, pourtant, non. Mais tu sais, l'appât du gain, l'appât des entrées, l'appât du public, je ne sais pas. Si ça n'a pas de public, ça c'est pas un problème. Parce que, quand même, le film, moi, il m'a bien fait marrer. C'est ce que j'allais te demander. Qu'est-ce que tu as pensé du coup de La Nuit des clowns? Moi, j'ai appelé La Nuit des masques, c'est dire. La Nuit des masques, évidemment, John Carpenter, 1973. Merci SND, ça va nous donner des grands moments, je pense, dans cette vidéo. Je vais l'appeler La Nuit des masques. Non, rappelons-le, Clown in Cornfield, parce que là, c'est un bon titre. Moi, je l'ai apprécié. Pas plus que ça, hein, je veux dire, parce que c'est un film dans la veine en fait, du film d'horreur traditionnel américain. Très clairement, c'est le film que tu allais voir en drive-in dans les années 50, dans les années 60 et même 70 encore. Aujourd'hui, ce serait peut-être même le genre de film que tu mates sur Netflix, dans le style Netflix and Chill. Mais pour moi, il y a un petit plus en même temps qui m'a fait que je l'avais beaucoup apprécié. Et j'espère que toi tu l'as apprécié parce que je voulais que tu l'apprécies pour que je puisse dire et dis donc, Malignante de James Wan, tu te souviens? T'avais pas aimé, mais pourtant c'est très proche dans le message. Pour moi, je trouve que c'est très proche. C'est sympa, mais sans plus. Oh non. Alors, j'ai pas boudé mon plaisir, surtout durant la deuxième moitié du métrage, parce que honnêtement, je dois avouer que la première partie, je me suis dit, si ça part comme ça, je vais m'ennuyer. Je vais m'ennuyer sec et ça va vraiment pas m'intéresser. La deuxième partie est plus intéressante parce qu'en fait, il y a un craquage. Je pense qu'à un moment, Ellie Craig s'est dit, vas-y, on va proposer autre chose aux spectateurs et que du coup, le film gagne en impact et gagne en intérêt. Je maintiendrai que Malignante est un très bel exercice de mise en scène. Pour t'appuyer. Mais par contre, catastrophique en termes d'écriture, je trouve que c'est une abyssale daube
qui est vraiment écrit avec les pieds et qui a la limite d'être une parodie plus que réellement un film. Je sais, on va me sortir, oui, c'est souhaité. Je reste persuadé que pas vraiment. Et quand tu écoutes James Wan en parler, ça sera un débat. Quand tu écoutes James Wan en parler, non, James Wan était très sérieux là-dedans et voilà. Ah non, mais il est sérieux dans sa parodie justement. Oui. Et là, je trouve qu'il y a aussi un côté sérieux parce que c'est les situations sont prises sérieusement, alors que justement la mise en scène, elle est parodique. Je veux dire, c'est parodique dans le sens où tu as des moments, un moment très simple. Il y a une nana qui est en train d'agoniser. Je te hais, Queen. Et puis il y a un tueur qui est à côté qui fait moi aussi. Ça, c'est de la parodie. Mais pourtant, c'est sérieux parce que il y a bien la mort qui est là et qu'ils essayent d'éviter. Donc justement, c'est ce décalage-là pour moi qui fait la qualité d'écriture qu'il y avait aussi avec Malignante, parce que il y a toujours des enjeux sérieux, mais pris au second degré. Alors je suis d'accord sur le film là. C'est vrai que là-dessus, ça fonctionne bien. Heureusement sur le film, c'est vrai, tu as raison. C'est pas non plus. Enfin, en fait, moi, ce que j'ai trouvé sympa, c'est qu'on sent qu'il y a une envie de décomplexer et en même temps de sérieux, qui fait que les deux combinés, ça se tient à peu près. Et en fait, pour moi, c'est ce qui fait la force des films qui veulent être drôles, tout en gardant une certaine forme de logique par rapport à l'univers qu'ils mettent en place. C'est-à-dire que c'est bien de balancer une petite punchline, c'est bien d'avoir un petit instant où il y a un décalage ou une petite situation où on se dit « Ah tiens, je m'attendais pas à ça ». Et l'humour fait partie de ces instants où il faut que ça soit drôle. Moi, il y a une scène qui m'a vraiment fait rire pour le coup, que j'ai trouvé ridicule, cheesy, mais qui, dans la logique du film, est amusante. C'est la scène où il y a un des personnages qui se fait arrêter par un flic et où il y en a deux autres qui restent sur le bord de la route en mode « Mais pourquoi nous, vous nous arrêtez pas ?» Et la scène là m'a vraiment fait rire. Je me suis dit « C'est con, mais ça marche bien, c'est drôle quoi. » On se marre vraiment, on se dit « Pourquoi il y a ça à ce moment-là ?» Et dans la logique du film, au fur et à mesure que ça se développe, ça a de la cohérence. Et c'est là-dedans, dans ces moments-là, en fait, et c'est vraiment pour moi cette raison qui fait que j'aime bien le film quand même, c'est qu'il y a cette deuxième partie où on sent qu'Eli Craig, il s'est dit « Ok, on a réussi à placer notre base, c'est cheesy, c'est vraiment ringard, c'est pourri, il y a tous les clichés que tu veux, il y a les amourettes, il y a les gens qui se détestent, etc. Comment dynamiter ça ?» Et cette deuxième partie, pour moi, sauve le film. Vraiment, pour moi, elle sauve le film, elle lui donne une nouvelle perspective qui est un petit peu intéressante, parce que vraiment, si j'étais resté sur la première partie, je ne serais pas allé à la fin. Mais est-ce que, justement, c'est une volonté du réalisateur lui-même, ou est-ce que c'est déjà le matériau de base, puisque c'est tiré d'un livre? Exactement, c'est là que j'allais te proposer de passer sur l'écriture, parce que donc, à la base de ce film, il y a un bouquin écrit par Adam Cesare, qui se nomme donc Clown in a Cornfield, et le scénario est écrit par Carter Blanchard et Eli Craig, et c'est peut-être pour ça. Peut-être que d'ailleurs, c'est une vraie question qu'on peut poser pour ceux qui peut-être ont eu la chance de lire le livre. Est-ce qu'il y a cet aspect décalé dans la deuxième partie? Ou est-ce que Clown in a Cornfield, le livre, est peut-être un slasher très premier degré et que du coup, il est cantonné à certains aspects qui font que du coup, Eli Craig et Carter Blanchard, dans leur écriture, se sont dit si on fait ça au cinéma, c'est mort. Si on garde cette structure, si on garde cette logique, si on garde ces personnages, si on garde ce contexte et qu'on prend tout au premier degré, c'est mort. Les spectateurs, ils vont sortir du film, ils vont se dire c'est sympa, mais on s'ennuie, on connaît tout à l'avance et on arrive à deviner retournement de situation. Et ils se sont peut-être dit comment est-ce qu'on peut dynamiter ces éléments-là? Comment est-ce qu'on peut détourner cette base pour donner lieu à un moment de cinéma où les spectateurs vont se marrer et surtout vont se dire ah bah le film a une originalité. Nous, on ne peut pas le savoir évidemment, donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire si vous savez. Mais là-dessus, toi tu n'as pas apprécié la première partie. Moi j'ai apprécié le film de bout en bout. Parce que justement, la première partie, si elle est différente, c'est parce que elle pose ce qu'on appelle des fusils de Tchekhov, c'est-à-dire un élément qui va être réutilisé par la suite, et justement, elle les pose comme on sème des petites graines, et justement ensuite, deuxième partie, c'est là où on met le tout, on rajoute un fil qui les relie tous. Et alors là, c'est un jeu ludique justement d'arriver à retrouver « Ah, et oui, parce que c'était ça au départ, c'était ceci avant, c'était ceci, cela. » C'est un jeu entre l'auteur et le spectateur. Alors, je t'avoue que je les ai pas tant ressentis que ça, les fusils de Tchekhov. En fait, c'est ça qui m'a un peu fait défaut, c'est que je trouve que soit ils sont vraiment trop en second plan, soit ils sont amenés pas assez subtilement pour qu'on les interprète de cette manière-là, soit des fois ils sont trop criards. Il y en a un que j'aime beaucoup, c'est notamment avec la petite amourette que vit Queen. Ça, c'est très bien amené. C'est un très bon fusil de Tchekhov qui, du coup, crée une logique qui fait qu'en tant que spectateur, on se pose des questions. Et c'est des questions qui vont avoir une belle réponse à la fin et qui, en plus, est une réponse qui se décale par rapport aux clichés habituels de ce genre de film. Et ça, c'est une bonne idée. Et après, moi, les aspects, en fait, que j'ai bien aimés, c'est que
il y a de la logique, et au-delà de la logique, il y a de la crédibilité en fait dans le décalage qui est amené dans le deuxième temps du film. C'est-à-dire que je prends un exemple tout bête. Il y a le cliché des deux pains bêches qui détestent Queen parce que c'est la nouvelle arrivante, c'est celle qui arrive à séduire le beau gosse, etc. Et il y a ce cliché de « ouais, mais on me déteste, t'es vraiment une salope, je t'aime pas, mais c'est pas grave, on va faire comme si on était potes. » Et quand il y a le twist, et que d'un seul coup, il y a le clown qui arrive, et ben tout ça disparaît. Et c'est genre d'un seul coup, on est potes. Ouais, vas-y, on va leur péter la gueule. C'est mieux que d'être en conflit face à... Et c'est ce moment-là, en fait, où je me suis dit, ça c'est drôle, ça c'est vraiment drôle, parce que t'aurais pu rester dans le cliché de non mais ouais, je te déteste, je vais te laisser crever, etc. Non, d'un seul coup, il y a une sororité qui se met en place et c'est genre, non, mais on s'aimait pas avant, on va s'aimer, donc on va le buter, t'inquiète pas, ça va se régler. Et ce décalage a fait que d'un seul coup, je me suis dit, le film gagne en perspective. Ce qu'il perdait au début en étant placé comme quelque chose de très cliché, de très convenu. En fait, le souci, c'est que j'avais vraiment l'impression de revoir Thanksgiving de Eli Roth. Et déjà, Thanksgiving était un film beaucoup dans le décalage. Et presque trop par moment, et c'est ce qui avait fait que, par exemple, j'étais ressorti de Thanksgiving en me disant, c'est fun, je me suis bien amusé, mais j'ai pas eu grand-chose de plus. Oui, mais en même temps, Thanksgiving, faut dire, Eli Roth, dans sa recherche narrative, et même artistique en général, il cherche pas justement à amener un décalage. Ah non. Il est brut de décoffrage. Le décalage, il est déjà présent dès le début dans son film, et de toute façon, à partir du moment où tu as un film qui s'ouvre sur une hécatombe et une série de meurtres en plein Black Friday, je veux dire, la subtilité, elle n'est pas forcément là. Est-ce que tu as remarqué au fait l'introduction de Clown in the Field? Est-ce que tu as vu quel était c'était le remake de la première scène d'un film américain traditionnel aussi? Oh punaise. Alors vas-y, dis-le-moi parce que là Les gens de la mer. Punaise, oui, j'ai eu un doute. Des jeunes autour d'un feu, il y en a deux qui se regardent, qui vont aller batifoler dans un endroit où on se voit plus. Et puis là, hop, il y en a une qui meurt. Et il y a le deuxième aussi qui meurt. Oui, oui. C'est tout à fait les dents de la mer. C'est vrai que oui. Il y a des convocations comme ça, encore une fois, du cinéma d'horreur traditionnel américain. C'est vraiment le film fait pour le public américain dans son ensemble, qui traverse d'est en ouest. Ouais. Et c'est pour ça aussi que le film se passe dans le Midwest, parce que c'est au milieu de tout. Et là où Los Angeles ou New York ont leur folklore personnel, le Midwest, en fait, c'est ce qui regroupe tous les Américains de base. La classe moyenne, ouais. Vraiment la classe moyenne, la classe ouvrière presque. Hein. Oui, plutôt la classe prolétaire. Mais prolétaire, mais fier. Je te propose qu'on spoil un tout petit peu. Parce que j'ai quand même envie d'évoquer un point qui pour moi est un peu un point noir dans la globalité du récit et qui fait partie un petit peu de la révélation finale. Donc le timecode apparaît juste là. Donc, il n'y a pas qu'un clown, il y en a plein. C'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, tiens, c'est une bonne idée. Parce que j'avoue qu'au début, moi j'étais vraiment dans l'idée que c'était un film où c'était genre le clown est une entité un peu fantastique et il débarque et il va rebuter les gens. Mais alors, la réponse c'est pourquoi ce clown est comme ça. Et vu qu'il y a plein de clowns, je sens la petite sauce venir. Et en fait, il s'avère que du coup, la communauté menée par le père d'un des personnages principaux du film est en fait dans l'idée de vouloir un peu virer tout ce qui peut être mal vu dans cette ville. Et c'est là en fait que le film a perdu un peu de son impact sur moi parce que le problème c'est qu'au-delà d'avoir des références à The Wicker Man ou des films comme ça ou des histoires de communauté où un arrivant débarque et va semer un petit peu le boxon et où les habitants vont s'en débarrasser, etc. C'est que le souci, c'est que ça m'a fait penser à Hot Fuzz. Et t'aimes pas Hot Fuzz? Ben, j'adore Hot Fuzz. Sauf que Hot Fuzz, c'est très bien amené. Et là, vu que t'as plein de clowns d'un coup, tu sens un petit peu le poteau rose venir. Et quand t'as la révélation finale qui arrive, et ben, en tant que grand amateur de Hot Fuzz, la seule chose que j'ai eu en tête, c'est oh putain, c'est vraiment la même chose que Hot Fuzz. Ils te sortent vraiment, il y a des forains qui ont débarqué, puis ensuite c'est les clodos, puis ensuite c'était les hippies, et maintenant c'est les TikTokers et les influenceurs. T'es en train de me dire, oh la vache! Mais t'aurais pu être tellement plus subtil plutôt que d'amener ça. En même temps, s'ils avaient été subtils là-dessus, ils seraient plus dans la parodie et dans le cliché. Ouais, mais tu vois, si ça avait été... en fait, plus subtil dans le côté trop référence à Hot Fuzz, parce qu'en fait, vu que t'as carrément un dialogue qui est prononcé par un personnage qui fait vraiment penser au même dialogue que Jim Broadbent dans Hot Fuzz, c'est là en fait que moi ça a pété et que je me suis dit, c'est vraiment pas subtil. Et c'est dommage. Et le souci, c'est que t'as exactement le même truc. Puisque qui est le fils de Jim Broadbent dans le film? C'est l'acolyte du héros. Exactement comme dans La Nuit des Clowns. Et c'est ça qui m'a fait péter le truc, c'est qu'à ce moment-là, je me suis vraiment dit, la vache, c'est beaucoup trop identique.
En même temps, ça aurait pu être aussi une reprise de Révélation de fin de Servietsky, l'épisode de South Park. Peut-être. Ça marche aussi. Ça marche aussi, mais voilà, c'est vraiment, moi, pour le coup, c'est vraiment un point noir que j'ai envie de souligner et qui malheureusement fait partie un peu de la révélation finale du film, c'est qu'il y a cet élément-là où je me suis dit, le reste des références est subtil, bien amené, c'est plutôt fin, et même si j'accroche pas toujours, on sent qu'elles sont quand même bien digérées. Celle-là, pour le coup, elle m'a vraiment fait péter le quatrième mur. À ce moment-là, je me suis vraiment dit, il y a un cinéaste qui est en train de me dire, t'as bien aimé Hot Fuzz? C'est pareil, mais avec des clowns. Moi, j'avoue, quand j'ai pas eu le réflexe Hot Fuzz, je me suis dit plutôt que le cinéaste, donc Eli Craig, était plus en train de me dire, hey, t'as envie de jouer? T'as envie de jouer? Tu veux jouer avec moi? Et je peux comprendre qu'on le voit comme ça, mais c'est vrai que pour le coup, moi étant un grand amateur de Hot Fuzz, c'est vrai que j'ai vraiment vu que ça et ça m'a un petit peu cassé, même si derrière je trouve que ça avait quand même un côté fun et un côté divertissant, mais ça m'a un peu cassé et je trouve ça juste dommage parce que il aurait suffi d'amener juste des petits trucs à gauche ou à droite, des petits éléments pour faire en sorte qu'on voit un petit peu quand même du décalage, plutôt que d'avoir ça qui du coup fait pas très subtil, quoi. C'est le seul petit point noir. Allez, on stoppe les spoilers et on retourne sur la technique. Exactement. Et bah comme d'habitude, mon cher Mathieu, tu me tends des magnifiques perches. Donc passons à la mise en scène d'Eli Craig. Déjà, je m'attendais à un film beaucoup plus cheap, je t'avoue. Oui. En fait, c'est bizarre, mais vu que le film, il a un peu une image de petit long métrage d'épouvante, j'avoue que j'ai été surpris de voir que dès le début, il y avait une certaine ambition de la part d'Eli Craig de vouloir quand même placer un film qui soit esthétiquement assez léché, qui ait une vraie ambiance, qui ait un vrai style, qui arrive à bien filmer ce Midwest américain. Et Dieu sait que, mine de rien, nous en France, on n'a pas tant que ça l'habitude de le voir filmer, en fait, le Midwest. Vu que c'est une région qui est souvent délaissée par les cinéastes de la côte ouest ou même de la côte est, et qu'on a tendance à se centrer plutôt sur « Oh, un film va se passer plutôt dans New York. Oh, un film va plutôt se passer en Californie. » Et tu as très peu de longs métrages qui se passent au milieu. Bah, ça fait du bien aussi de voir ce genre de décor, ce genre d'ambiance, ce genre de contexte. Encore une fois, je cite Thanksgiving parce que pour moi, c'est le seul qui, entre guillemets, dernièrement, a un peu choisi de filmer ça dans le genre de l'épouvante et de l'horreur. Mais il y a cette même logique de vouloir montrer un petit peu, voilà, une autre classe de l'Amérique. Moi, je reciterai malheureusement Twilight, hein, puisque là, encore une fois, c'est la petite ville un peu perdue, au milieu d'une certaine nature. C'est vrai. Ou encore, allez, là, par contre, c'est une meilleure référence, Massacre à la tronçonneuse. Là, justement, et on est tout à fait dans l'idée de base. On est complètement dedans. Puisque, justement, c'est aussi une histoire d'usine qui faisait vivre une région et qui a fermé. Et aussi une histoire de famille, et aussi une histoire de tueurs, de dégénérescence, voilà. De je ne sais pas d'où. Mais oui. C'est pas du tout le même type de réalisation. Ah oh non, non. Là, ce qui est bien, c'est que on enchaîne avec justement une image, j'allais dire presque à la John Hughes, pour ce qui est justement des interactions entre les jeunes quand ils se découvrent. Ah mais comme tu le citais, c'est vrai qu'il y a un côté Breakfast Club aussi dans la manière... Et c'est assez amusant d'ailleurs parce que j'ai beaucoup aimé cette scène qui pour le coup je trouvais très bien mise en exergue par Eli Craig, c'est-à-dire qu'il prend la scène cliché de la jeune fille qui arrive dans l'école, qui se fait un peu bolosser par le professeur parce que voilà. Un peu en retard. Et ce qui est bien, c'est qu'il a réussi à détourner un aspect que je trouve très intéressant, c'est qu'il ostracise pas son héroïne. Il la greffe tout de suite à un groupe de personnes pour créer quelque chose de surprenant. Et d'un seul coup, on se retrouve avec une scène où on devrait se dire, ouais, bon, elle va se faire bolosser par les beaux gosses de l'équipe de football ou du club de je ne sais quoi. Et ensuite, elle va se barrer dans son coin, elle va vivre sa petite aventure. Et là, d'un seul coup, c'est genre, ah bah non, on vient de greffer à nous, en fait, t'as l'air plutôt sympa. Et tu te dis, ah tiens, ça c'est une bonne idée de mise en scène, quoi. Prendre un cliché et le détourner, ça c'est intéressant. Et en plus, ça amène un petit élément qui, par la suite du film, est plutôt subtilement joué autour du professeur. Qui, personnellement, m'a beaucoup fait rire. Là, dans le genre fusil de Tchekhov bien placé, celui-là m'a beaucoup amusé, tu vois, dans le genre. Il est bien rigolo, ouais. Et ensuite, en deuxième partie, là où on passe vraiment au côté slasher, ben là, on a effectivement la photographie, l'image des slashers, et surtout pas des slashers chiants, avec la caméra qui bouge tout le temps, où on ne sait pas ce qu'on voit parce que c'est pas bien éclairé. Non, là, c'est propre, c'est léché, la caméra prend son temps. Lorsqu'il y a une attaque, c'est quand même assez large pour qu'on voit des impacts, on ressente des choses, et surtout, il y a le fait que les différents personnages interagissent de manière justement intelligente dans des cadres où justement ils peuvent s'exprimer. J'ai surtout beaucoup apprécié les cadres parce que, je ne sais pas si cet effet-là, mais c'est dans un certain entre-deux, entre l'image
qui est maintenant devenue l'image classique des films à Netflix, à Amazon Prime et tout ça, et l'image plutôt des slashers des années 2000-2010. Donc, toute cette période-là, avant 2010, je vais préciser, où justement, il n'y avait pas encore, il y avait déjà des réseaux sociaux, mais il n'y avait pas encore une explosion de l'image faite par des amateurs. Là, du côté des creepypastas, des histoires racontées sur Internet, des légendes urbaines, des choses et comme là, ça. il y a bien un mélange entre les deux, puisque justement, les personnages principaux sont des auteurs de creepypasta, de vidéos TikTok, de vidéos YouTube, et en même temps, tu as l'image propre, d'une bonne caméra, bien utilisée, avec des éclairages qui sont intelligemment pensés. Et justement, cette esthétique-là, je trouve, elle était extrêmement bien équilibrée. C'est-à-dire qu'on n'était pas dans un malaise, on était plutôt, on peut se détendre et se laisser emporter. Là-dessus, c'est vraiment un film qui prend soin de son spectateur en le laissant se détendre. Voilà. Non, mais c'est très joliment dit. C'est mon avis. Non, mais je suis assez d'accord. En fait, tu vois, j'aurais même été plus loin. Je trouvais que le film me rappelait beaucoup des slashers qui étaient sur la fin des années 90, avant le début des années 2000, qui ont vraiment une esthétique très léchée, très intelligente, qui servaient des histoires qui parfois étaient un peu bateaux ou en tout cas assez convenues, mais qui marquaient quand même l'esprit par une certaine vision du genre qui faisait que tu avais toujours ces petits twists, ces petits éléments qui faisaient que le film pouvait à n'importe quel moment un petit peu vriller. Et j'aimais bien justement cette idée-là que pouvaient avoir certains films d'épouvante. Mais comme tu le dis, finalement, dans sa logique, le film se trouve vraiment dans ces années 2000-2010. Oui, parce que, en fait, dans les années 90-2000, le problème du slasher, c'est surtout qu'il est phagocyté par deux monuments dont l'esthétique ont vraiment retourné le cinéma américain au niveau de l'horreur. C'est Seven et comment s'appelle Scream. Oui. Parce que ensuite on a eu des Seven-like au niveau de l'esthétique. Beaucoup trop. Et des Scream-like aussi. Beaucoup trop aussi. Il a fallu s'en détacher. Et justement, pour moi, ce film-là est plutôt dans cette lignée où on revient à de la tradition. Mais là où il y avait la tradition justement du film d'horreur américain de drive-in, façon l'étrange créature du lac noir, où là au contraire, il y avait des recherches bien sûr, mais c'était pas des contrastes violents qui étaient utilisés, c'était des contrastes doux. Et là, encore une fois, ce sont des contrastes doux qui sont utilisés dans la technique. Voilà. Sinon, je vais faire pardonner en rond si je continue. Désolé. Non, mais après, dans un champ de maïs. Après, ce qu'il y a à souligner, c'est que quand même, mine de rien, ce qui ressort, c'est que ce film, même s'il n'est pas... Je vais pas non plus dire que le film est vraiment surprenant dans son esthétique, ou en tout cas qu'il arrive à amener une nouvelle manière de porter notre regard sur le slasher, ou même sur ce type de film qui joue un petit peu sur le Midwest américain et sur un certain contexte, qui fait que d'un seul coup, lorsque l'horreur arrive, elle a un contexte, elle a une logique, etc. C'est avant tout, je pense, pensé de la part de Lee Craig comme étant un divertissement d'épouvante horreur, et dans cette idée de divertissement et d'épouvante et d'horreur, il arrive à amener ce qu'il faut pour que, notamment dans cette deuxième partie, l'esthétique soit léchée, pas trop léchée non plus pour pas faire trop factice, et surtout qu'on se laisse emporter et qu'on se dise « Ah tiens, il y a une incidence ». C'est pas uniquement une impression de genre « Ah, les personnages, ils sont en danger ». Tu sens vraiment qu'il y a quand même un poids. Et mine de rien, c'est ça aussi qui m'a plu, c'est que même s'il y a des défauts évidents selon moi dans ce film, ce qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est que quand on arrive dans cette deuxième partie, il y a vraiment une incidence et une impression que les personnages peuvent mourir à un moment. C'est pas qu'une impression, il y a une certaine hécatombe. Ouais, complètement. Mais encore une fois, c'est une manière, pour moi, justement, d'impliquer le spectateur d'une manière qui, malheureusement, est encore assez peu utilisée au niveau cinématique. Ah bah et puis au-delà de ça, on peut le dire, mais au niveau cinématographique, même si Lee Craig, il n'est pas non plus dans une mouvance d'auteurs qui ont tendance à vouloir renouveler le cinéma d'épouvanté de genre, il fait partie au moins de ces auteurs qui confortent sur cette idée que s'ils prennent les bonnes histoires, qu'ils mettent les bons éléments et qu'ils y croient surtout, et ben ils arrivent à emmener leur film jusqu'à la fin, et qu'à la fin, en tant que spectateur, on se dise « je me suis fait avoir ». Peut-être pas par des trucs où j'aurais pu facilement imaginer que la dramaturgie allait aller comme ça, mais juste, je me suis laissé embarquer dans ce trip. Et je me suis laissé prendre par ces personnages. Et c'est peut-être là-dedans aussi qu'il faut retenir que La Nuit des Clowns, même s'il n'est pas détonnant, en tout cas, il fonctionne. Et il se tient. Et ça, c'est à saluer, parce que vu le nombre de films d'épouvante dernièrement qui, des fois, se tiennent pas du tout, ça fait du bien. Alors, parlons de ce casting.
qui est quand même fait surtout de jeunes gueules, et ou de second couteau aussi, mine de rien. En second couteau, on peut notamment citer Kevin Durant et Will Sasso, qui jouent donc respectivement Arthur Hill, le père donc de, si je ne dis pas de bêtises, Cole. Non, le père de Cole. Ah oui. Le père de Cole. Et Will Sasso qui joue le shérif. Les deux, j'adore le shérif. Les deux étant de vraies gueules de cinoche. Je veux dire, si vous avez déjà vu des comédies, ou même des parodies, ou même des sketchs aussi de SNL ou d'humoristes américains, comme c'était à l'époque de Key and Peele, vous avez déjà vu Will Sasso, par exemple. Kevin Durant étant une grosse figure du cinéma américain de divertissement, puisque, mine de rien, un de ses plus gros rôles, entre guillemets, c'est dans X-Men Origins Wolverine. Ah, il jouait qui? Je sais plus comment il s'appelait, mais le personnage qui devenait très gros dans la deuxième le moitié blob. du long-métrage. Voilà, c'est ça. Donc ouais. Sinon, qui est-ce qu'on peut citer? On peut citer Cassandra Potenza et Verity Marx, qui jouent donc respectivement Janet et Ronnie. Donc les deux bitches, voilà. comme j'aurais envie de les appeler. Les mères cupines. Elles sont bien, elles jouent bien le cliché. Il y a une jolie petite évolution dans la deuxième moitié du film, ça se tient. Oui. Non, franchement, là, c'est... Le casting est bien dans la globalité, hein, c'est ça que vous devez retenir. Ensuite, on peut citer Vincent Muller dans le rôle de Rust, on peut citer Carson McCormack dans le rôle de Cole. Rust, je dois dire, il m'a bien fait marrer, parce que, bon, c'est son personnage, il est à la fois entre le mec qui va finir psychopathe, et le bon gars de la ferme façon d'un dieu. Là, pour le coup, c'est un très bon jeu d'acteur parce que pour le coup, on a envie de croire qu'il y a un truc qui pourrait twister chez lui. Et c'est assez amusant parce que vu que le film se pose comme à la base étant un film potentiellement fantastique avec un personnage qui pourrait terroriser toute une ville, le fait d'avoir ça, je trouve que c'est assez intelligent parce qu'au fur et à mesure que le film avance, tu te poses quand même un petit peu la question, ça reste en tête et c'est plutôt intelligent. Ça, il peut camper bien son personnage. Ouais. Carson McCormack qui joue donc Cole est bien, il joue bien. Le petit con chef. Oui, c'est ça. Non, il a vraiment un petit truc, ça fonctionne assez bien. Aaron Abrams dans le rôle donc du père de Queen, Glenn Maybrook est bien. Encore une fois, c'est le père dans Twilight. Oui. Maintenant que tu m'as ficlé cette image dans la tête, ça reste. Il a même le même design dans le sens, il a les cheveux. Il a la même gueule, il a tout pareil. Il a tout pareil, c'en est terrifiant. Bon. Et on peut citer Katie Douglas donc dans le rôle de Queen, qui est bien. Oui, c'est vraiment l'avatar du spectateur pour bien rentrer dans le C'est ça. Ouais, c'est sympa. Ouais, tu sens qu'en fait, dans la globalité, le casting, en fait, il a cette image-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément une performance qui est si détonnante que ça. En même temps, c'est pas du matériel qui les inciterait à une Exactement. performance détonnante. Et même les acteurs principaux, donc comme Katie Douglas par exemple, ils savent comment bien tirer leur épingle du jeu par le biais d'une petite scène ou d'une autre, mais il n'y a pas un moment où on va se dire qu'il y a une grande flamboyance ou une scène qui va leur permettre de réellement briller à l'écran. Donc le seul qui a vraiment ce genre de scène-là, sans spoiler, c'est Kevin Durant. Oui. Qui lui pour le coup a quelques scènes qui sont vraiment impactantes, mais sinon c'est vrai que la majorité des acteurs ils sont bien. Il y a des moments où je me dis qu'ils sont un peu passe-partout, c'est-à-dire qu'ils auraient pu être remplacés par d'autres acteurs qui ont un peu le même physique ou un peu la même gueule, ça aurait pas été trop grave. Pour autant ils interprètent bien leur personnage, ils arrivent bien à l'emmener, ils font en sorte qu'on soit assez impacté dans la globalité du film, donc c'est des bonnes performances sans être forcément si détonnant que ça, si je devais retenir un truc. Moi, je crois que tu as résumé le tout en fait. C'est vraiment un film qui est bien fait, mais qui, malheureusement, on ne peut pas aller au-delà de son concept. Donc, il est arrivé à faire ce qu'il avait à faire. Qu'est-ce que tu retiendrais de La Nuit des clones, du coup? J'aimerais bien retenir là un petit peu plus, dans le sens où, justement, ce jeu entre le réalisateur, entre la réalisation, pardon, et le spectateur, c'est quelque chose qui, à mon avis, est en train de se développer aux États-Unis. Peut-être que ça va aller dans le reste du monde. C'est un jeu, justement, de référence où, justement, on essaie d'impliquer le spectateur en tant que connaisseur du cinéma. Là où Scream, justement, c'était connaisseur des tropes, des clichés du cinéma, des mécaniques de narration. Là, c'est plutôt dans un contexte culturel. C'est plutôt, tu connais ce genre de culture, eh bien nous allons en jouer, et c'est à toi aussi de bien observer, de bien regarder, et de bien comprendre où est-ce qu'on essaye de t'emmener, où est-ce qu'on essaye de te piéger. Et ça, j'avoue que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, parce que c'est pas tous les jours, justement, qu'on a un film qui s'adresse directement au spectateur,
j'ai vraiment l'impression que c'est pour ça que je reviens sur Malignante, c'est Malignante qui pour moi était le premier film à faire de cette façon-là. Mais là où c'était du baroque italien qui était utilisé dans Malignante, là c'est le cinéma traditionnel d'horreur américain. Moi, je retiendrai que je me suis bien marré, mais sans plus. Alors, c'est beaucoup plus radical, hein, moi, vous verrez, mais... Non, mais en fait, je trouve que le film est trop limité pour être vraiment détonnant, mais en même temps, on passe pas un si mauvais moment que ça, notamment grâce à la deuxième moitié du film, qui, pour le coup, selon moi, rattrape énormément de maladresse de la première partie, même s'il y a des éléments qui sont placés et que derrière, ça a de l'impact. C'est un bon petit film, ça a rien de flamboyant, ça a rien de surprenant, mais on se marre bien, on passe un bon moment. Venez avec du popcorn. Voilà. Et comment mieux résumer ça? La nuit des clowns, Clown in a Cornfield, d'Eli Craig. Venez avec du popcorn. Voilà, ça sera notre argument. Voilà. Ça sera, venez avec du popcorn sur 20. Ça sera ça notre argument. Voilà. Merci Chichounet. Merci mon cher Mathieu. Merci à toi. Je ne sais pas quand est-ce qu'on se retrouve, mais j'espère que ce sera vite. En tout bien cas, évidemment. Si c'est pour me faire découvrir des films comme ça, moi c'est volontiers. Ah bah parfait. Et ben je note ça. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouve pour parler de films, bien évidemment. A plus. Au revoir. Tu sais, j'ai connu un film qui s'est fait au début des années 2000. C'était La Nuit des Épouvantails. C'était un petit peu comme ça, mais en plus fauché. Et là où c'était vraiment intéressant, c'était le making-of. Parce que là, tu voyais que tout le monde se marrait, tout le monde se faisait plaisir. Le film était moins plaisant. C'est parfois ce qui arrive. Il y a des films qui sont plus plaisants à tourner qu'à regarder après. Voilà.